Vous m'entendez bien? Je vais déjà poser une petite question préalable. Vous avez le chat, vous pouvez effectivement réagir. Ok, super. Super, tout le monde Ça a entend. l'air de bien fonctionner. Il est 17h00, donc effectivement, on est très ponctuel. Peut-être prendre une minute pour ceux qui sont là, juste comme l'a dit Cathy, d'où vous nous écoutez. Là, Cathy est à Saint-Nazaire et les autres, vous êtes où êtes-vous? Où habitez-vous? On vous situe un petit peu plus. Oh, D'accord, Guadeloupe. super. Très bien. Bon, parfait. D'un peu partout en France et également donc en Outre-mer, c'est super, merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne tarde pas, puisque c'est bien de tenir les horaires sur ce type d'événement. Moi, je m'appelle Bruno, donc je travaille à l'ADI, au siège de l'association, sur des fonctions plutôt de marketing, développement des offres de services qui sont proposées aux personnes qu'on accompagne et aux personnes qu'on finance. Et donc, on est là aujourd'hui dans le cadre d'une semaine de campagne que l'ADI organise autour du sujet de la mobilité des professionnels. Alors, plutôt la mobilité des professionnels au sens petit entrepreneur, mais aussi potentiellement de personnes qui, étant salariés, ont un besoin pour se déplacer, se rendre sur leur lieu de travail. Et donc, dans le cadre de cette semaine, on a souhaité organiser un webinaire, une webconférence sur le sujet un peu spécifique de l'assurance automobile des petits entrepreneurs, des petits pros, des professionnels. Et donc, cette webconférence, elle va être co-animée donc, par moi-même et par Isabelle Bachon, qui se présentera un tout petit peu après et qui travaille donc chez Karen Assurance, qui est un vieux partenaire historique aujourd'hui de notre association. Alors, vraiment, je vais faire vite, et puis si on a du temps, je pourrais peut-être développer un tout petit peu après pour ceux qui pourraient être intéressés, mais en 2 mots, vous dire un tout petit peu ce qu'elle a dit, parce que vous connaissez peut-être pas très bien, vous êtes inscrit par l'intermédiaire d'informations sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de notre site. L'ADI donc est une association. On est en activité depuis maintenant plus de 35 ans. On intervient, et c'est le cœur de notre mission, pour permettre à des personnes qui ont des projets dans le domaine entrepreneurial, des personnes qui se projettent, qui souhaitent créer leur entreprise ou qui ont d'ailleurs déjà démarré et qui sont gestionnaires d'une petite entreprise, souvent des entreprises unipersonnelles, des entreprises individuelles, pour accéder à des financements sous forme de crédit, dans la mesure où, pour un certain nombre de raisons, l'accès au crédit bancaire leur est rendu difficile. Et en complément de ces solutions, de ces financements qu'on peut apporter, on propose également, en fonction des besoins des gens, de leur situation et des questions qui souhaitent travailler avec nous, tout un dispositif d'accompagnement individuel, des formations qui sont proposées de façon complémentaire à notre crédit et accessibles gratuitement par l'intermédiaire de toute une équipe de bénévoles avec qui on collabore un petit peu partout sur le territoire. On est présent dans l'ensemble du territoire métropolitain. Il n'y a plus beaucoup de départements où on n'a pas une présence permanente avec une agence. Quand on ne l'a pas, on est présent par l'intermédiaire de permanences régulières. Et on est également présent dans la plus grand nombre, la grande majorité des territoires d'outre-mer, où l'ADI a une activité assez significative. Et donc, comme je le disais, on a une équipe composée à la fois donc, de bénévoles, hein, comme toute association, plus de 1200 bénévoles au quotidien à nos côtés pour accompagner les entrepreneurs, et puis une équipe de salariés qui, en particulier, rencontrent les porteurs de projets, les entrepreneurs, étudient avec eux leurs besoins et essayent de répondre au mieux à leurs besoins par l'intermédiaire du financement et d'un tout un gamme de services, entre autres d'ailleurs d'assurance automobile. On en parlera peut-être un tout petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas le propos principal. Voilà, donc c'est ça notre mission, conseiller, accompagner, financer des entrepreneurs ou des gens qui veulent le devenir et qui sont
des difficultés pour accéder à des financements. Et puis, être dans une logique de porter aussi la voix des petits entrepreneurs pour que le cadre environnemental, administratif, réglementaire soit le plus adapté et le plus favorable pour pouvoir développer son activité. Alors, ce que je ne vous ai pas dit dans le déroulé, je vais laisser Isabelle se présenter. On a préparé un peu des éléments généraux pour poser un peu le cadre. Et puis, on aura la possibilité ensuite de pouvoir répondre si vous avez des questions que vous pourrez poser dans le chat. Donc, j'ai vu que François en avait déjà posé une, donc on va la… Ah oui, ça va vite. Non, mais on va la garder. Si vous voulez bien, François, on y répondra peut-être un peu plus tard dans la présentation. Mais on va essayer de répondre aussi aux questions un peu plus spécifiques que vous pourriez effectivement avoir sur le sujet. Voilà. Isabelle, peut-être, si tu veux… Oui, très rapidement. Moi, je suis Isabelle Bachon, donc je suis responsable du marché des particuliers et des partenariats chez Karen Assurance actuellement. Et depuis 2016, j'ai participé à la mise en place du partenariat avec l'ADI, la mise en place d'une offre spécifique, une offre d'assurance spécifique pour l'ADI. Et donc, toutes les relations avec les Bruno et l'équipe de l'ADI pour développer cette offre auprès de vous, hein, les adhérents. Donc, je représente Karen Assurance, qui est un cabinet d'assurance de courtage dont la maison mère est à Paris. On avait des bureaux à Lyon et à Valence également. On a à peu près un peu plus de 70 collaborateurs. Je ne sais pas si tu passes les slides, Bruno, du coup. Oui, il y a la slide. Oui, bien sûr, il y a la slide de la présentation. Voilà, bon, je vous donne pas les… Voilà, vous avez quelques éléments clés sur notre cabinet. Donc, nous, en fait, on travaille avec des partenaires, comme l'a dit, mais également avec des clients divers et variés, beaucoup d'entreprises, et puis également sur des offres un peu spécifiques, comme l'autocollection, par exemple, des choses comme ça. Donc, voilà, on a plusieurs activités. Et on est très heureux d'accompagner l'ADI depuis 2016. Très bien, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au sujet pour lequel vous avez souhaité vous inscrire à ce webinaire, donc l'assurance automobile des pros. Et puis, pour avoir quelque chose de pas trop descendant et un tout petit peu plus vivant entre Isabelle et moi, on va procéder par un système un peu de quiz, questions-réponses, que je vais vous poser à vous. Vous pouvez dans le chat répondre vrai, faux, ou ce que vous en pensez, et puis Isabelle pourra ensuite compléter, puisque c'est elle, effectivement, un peu notre experte du jour, quoi. Voilà. Et on n'oublie pas, François, qu'on prendra la question tout à l'heure du véhicule Hilux et de la remorque PTRA, mais c'est bien noté. Alors, première petite question un peu introductive, de votre point de vue, est-ce que pour pouvoir bénéficier donc d'une assurance pour son véhicule dans le cadre d'une activité professionnelle, est-ce qu'il faut spécifiquement un contrat dédié de façon ciblée sur les usages professionnels? Est-ce que vous pensez que c'est impératif, vrai ou faux? Ok. Bon, il y a de tout. Donc, on va laisser Isabelle nous donner quelques éléments de réponse. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous soyez un professionnel ou un particulier, si vous possédez une voiture, l'assurance auto est obligatoire. Voilà. Alors, peu importe les garanties que vous choisissez, mais au minimum, il faut l'assurer en responsabilité civile. Ça, c'est la loi. Donc, si vous êtes un professionnel, oui, la réponse, c'est qu'il faut s'assurer, bien évidemment. Après, ça dépend un petit peu de votre activité, mais ce que nous conseillons en tant qu'assureur, c'est, comme chaque activité professionnelle est différente, c'est tout simplement de prendre attache avec votre assureur et de voir quel est votre besoin en termes d'assurance professionnelle. Parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste un peu un usage à modifier, ça suffit par rapport à quelqu'un qui utilisait sa voiture auparavant juste pour des déplacements privés. Voilà. Ou alors, si vous êtes sur des activités vraiment spécifiques, comme ça peut arriver, par exemple du transport ou du transport de personnes, des choses
comme ça. Là, on est sur des assurances vraiment spéciales qui nécessitent des contrats adaptés, qui sont des contrats un petit peu différents. Voilà. Donc la réponse est oui, bien sûr, il faut s'assurer et puis voir avec votre assureur de quoi vous avez besoin. En tout cas, il ne faut pas s'exonérer de contacter votre assureur, c'est important. Pas avoir de problème en cas de sinistre. Très bien. Donc, c'est effectivement tout à fait essentiel si vous avez aujourd'hui un véhicule et que vous êtes amené à créer une entreprise, de pouvoir informer votre assureur du fait qu'il y a des usages un peu supplémentaires, différents, et de voir comment le contrat que vous avez peut être adapté. Je vais répondre tout de suite à la question de Cathy, parce qu'elle est directement liée en fait avec ce sujet. En fait, ce dont on parle là, c'est en fait de pouvoir effectivement vérifier que les usages professionnels que vous allez avoir de votre véhicule et que l'assurance que vous avez sur votre véhicule vont couvrir ces usages. Donc, dans votre cas, si vous rentrez effectivement dans une couveuse dans le cadre d'un contrat CAP, en fait, vous allez garder votre usage en tant que personne de votre véhicule et il faut non pas que vous assuriez votre entreprise puisque en fait, c'est vous qui continuez à continuer le véhicule, mais c'est l'usage que vous allez faire de véhicule dans le cadre de votre activité dans la couveuse qui doit être effectivement pris en compte. Donc, si vous avez un usage relativement classique, ou en tous les cas, par exemple, vous allez, avec votre véhicule, vous allez vous rendre chez vos clients, vous allez voir vos fournisseurs, mais que vous n'avez pas une activité, je ne sais pas moi, de transport d'animaux ou une activité de transport de personnes, ou une activité très spécifique comme dans le dépannage par exemple sur les autoroutes, je pense que vous n'aurez aucune difficulté à compléter dans le cadre du contrat que vous avez actuellement un usage dans le cadre de votre activité professionnelle en tant qu'indépendante dans le cadre de la coopérative. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Mais c'est il y a plein de questions, Bruno, alors je ne sais pas si tu réponds maintenant. On va les prendre au fur et à mesure. Mais comme il y a un certain nombre de questions qui vont répondre à ça dans le cadre du déroulé, c'est peut-être plus facile d'y répondre. En fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur des activités. Est-ce que vous assurez ci? Est-ce que vous assurez là? J'ai envie de vous dire que tout s'étudie en termes d'assurance, hein, quelle que soit votre activité professionnelle et l'usage que vous aurez de votre véhicule. Oui, c'est faisable la plupart, à part sur des... Je vois pas trop quoi, même mais des choses qui seraient vraiment des interdits de souscription, mais tout ce que je vois qui passe dans le chat, là, c'est assurable. Hein. Pour la question de Gilles concernant la RC Pro des VTC, alors ça, c'est quand même vraiment un sujet spécifique qui, en fait, ne concerne pas l'assurance du véhicule. C'est-à-dire que pour les VTC, il y a plusieurs besoins d'assurance. Le premier, c'est d'assurer votre véhicule et de l'assurer avec l'usage spécifique de transport de personnes. Tout à fait. Et il y a un sujet relatif à la RC Pro. Et il arrive souvent que les assureurs qui vous proposent d'assurer votre véhicule en tant que VTC vous proposent aussi une petite garantie pour couvrir votre responsabilité, non pas en tant que conducteur du véhicule, mais en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est souvent que les choses peuvent être associées au moment où les assureurs vous proposent des solutions, mais c'est vraiment bien deux assurances dissociées. Pour le fleuriste itinérant, Maud, là, dans le cadre d'un flower truck, hein, de ce que je comprends, si vous avez un camion aménagé, là, c'est vraiment important d'avoir une discussion avec un assureur qui va prendre en compte les équipements, les aménagements, les marchandises transportées, parce que on va en parler plus tard. C'est important, on va en parler après. Et là, c'est sûr que ce n'est pas une extension simple de votre contrat d'assurance auto en tant qu'individu pour un usage professionnel qui suffira, parce que là, vous avez un véhicule qui est tout à fait dédié à l'activité. Voilà. C'est la même chose. Alors pour Gilles, le transport de personnes âgées pour les courses, est-ce que je dois me renseigner? Oui, parce que on a un usage qui dépasse, alors c'est pas un usage extraordinaire, hein, mais on a un usage qui dépasse l'usage classique, donc il faut modifier légèrement le contrat et prévoir un déplacement, je dirais, privé et professionnel, il y a les deux. Voilà. Donc là, ça ne sera pas un usage comme pour les taxis ou comme pour les VTC, voilà. Mais c'est très important d'informer votre assureur de cette activité et de voir avec lui à quelles conditions
il va couvrir cet usage nouveau et supplémentaire de votre véhicule. Et ensuite, vous verrez, mais on va en parler après, vous verrez si vous maintenez votre assurance auprès de cet assureur ou si vous pensez que c'est préférable d'en voir un autre, quoi. Voilà. Alors, on continue et je vais continuer à regarder les questions au fur et à mesure. En tous les cas, c'est bien parce que c'est très interactif et il y a plein de questions, donc c'est intéressant. Alors, petite question un peu technique, entre guillemets, qui est très liée à notre organisation des assurances automobiles en France. Est-ce que mon bonus ou mon malus, je pense que tout le monde est au courant un peu du bonus-malus, est-ce qu'il est le même lorsque j'assure le véhicule que j'utilise pour mon entreprise que quand j'ai mon bonus-malus à titre particulier? À votre avis, est-ce que c'est le même bonus-malus qui va être utilisé si vous assurez dans le cadre d'un usage, dans le cadre d'une entreprise, ou est-ce que c'est différent? Ah ouais, bon. On pense que oui, on ne sait pas bien, non. Voyons ce que Isabelle nous dit sur le sujet. Oui, globalement, c'est la même chose, c'est-à-dire que votre bonus-malus, il évolue de la même manière. Le système en France, c'est quand vous avez un accident, quand vous n'avez pas d'accident, on va être positif. Chaque année, vous gagnez 5% de bonus et le maximum, c'est 0,50 de bonus. Ça, peut-être, ça vous parle. Et puis, lorsque vous déclarez un accident, eh bien, on calcule un malus, on vous applique 25% de malus si c'est un accident 100% responsable et 12% de malus, la moitié, si c'est un accident à moitié responsable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul responsable de l'accident. Voilà. Donc, lorsque vous créez votre société, que vous voulez assurer un véhicule professionnel comme le food truck ou le flower truck, ou alors que vous voulez créer une activité mais que vous conservez votre véhicule personnel mais que vous modifiez un peu l'usage, vous conservez votre bonus et généralement les assureurs se basent sur votre bonus privé. La plupart, enfin nous c'est comme ça qu'on procède. Si vous avez du bonus ou si vous avez du malus, si vous êtes moins chanceux, eh ben on va baser notre tarif sur vos antécédents d'assurance, votre bonus ou votre malus. Très bien, merci beaucoup. Merci Isabelle. Alors, une autre question qui peut intéresser certains d'entre vous. Je viens de créer mon entreprise et je vais utiliser mon véhicule actuel. Est-ce que je peux, du fait de ce changement et d'un usage un peu nouveau, est-ce que je peux résilier mon contrat actuel pour aller chez un nouvel assureur pour pouvoir souscrire un nouveau contrat? À votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? On a les deux. D'accord. Alors, en fait, le fait que vous créez votre entreprise ne vous autorise pas à résilier de but, enfin, comment dire, sans modalité, comme ça, de but en blanc, votre contrat actuel. Il y a quand même quelques règles. Donc, bon, la plus simple, vous la connaissez, c'est l'échéance anniversaire de votre contrat. Vous demandez la résiliation, mais bon, généralement, ça intervient souvent un peu après. Donc, c'est rare que vous ayez le temps de résilier à votre échéance anniversaire. Donc, vous avez quand même plusieurs possibilités. Si le contrat que vous avez actuellement n'est pas modulable comme vous le souhaitez par votre assureur, parce que vous pouvez tout à fait, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre contact avec votre assureur et procéder aux modifications par rapport à votre nouvelle activité. Mais si ça ne vous convient pas et que vous trouvez quelque chose qui vous convient mieux, qui est plus adapté, eh bien, vous pouvez résilier votre contrat pour changement de situation professionnelle. Donc ça, c'est une résiliation qu'il faut signaler à votre assureur dans le délai des 3 mois de votre changement de situation. C'est-à-dire que si vous attendez 1 an et que vous revenez au bout d'un an en disant « Au fait, j'ai changé de situation, je voudrais résilier mon contrat », ça ne marchera pas, il faudra utiliser un autre levier pour résilier votre contrat. Après, il y a si vous avez un contrat classique aujourd'hui de particulier, comme moi par exemple, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle la loi Hamon, vous en avez peut-être entendu parler. C'est votre nouvel assureur qui va résilier pour vous votre contrat auprès de votre assureur chez lequel vous êtes assuré. Donc tout ça prend effet au bout d'1 mois. C'est-à-dire que l'assureur envoie une demande de résiliation et 1 mois après, vous êtes assuré chez votre nouvel assureur. Et c'est la même chose pour la résiliation pour changement de situation professionnelle. Donc, en fait,
Vous ne pouvez pas résilier du jour au lendemain, mais il y a des possibilités pour sortir de votre contrat. Et généralement, c'est sous un mois. Très bien. Peut-être Isabelle, j'en profite, on n'avait pas prévu dans le déroulé, mais il y a deux questions en fait. La question du tout début de notre webinaire là, qui était posée par François, et puis une autre question là, qui a été posée un peu plus récemment par Jean-François, qui toutes les deux font référence en fait à l'utilisation d'une remorque à des fins professionnelles. Donc, je ne me rappelle plus, mais je crois que François, c'était pour une activité d'entretien d'espace vert. Jean-François, c'est aussi pour mettre des outils. Enfin, est-ce qu'il y a sur les remorques un peu des sujets particuliers d'assurance, et en particulier quand on a des remorques soit aménagées, par exemple pour la restauration ou la vente sur les marchés, soit dans laquelle on va mettre du matériel pour pouvoir aller d'un chantier à l'autre. Comment… Alors, déjà, ce qu'il Excuse, faut… c'était pas prévu, mais je suis sûr que tu as des réponses. Oui. Bah, déjà, les remorques, il faut savoir que en dessous d'un certain poids, que j'avoue, C'est 750 kilos. 750 kilos, ouais, c'est ça, vous êtes garanti d'office pour utiliser une remorque en responsabilité civile. Ça veut dire que la remorque elle-même, si elle est détruite ou volée, elle n'est pas couverte, mais vous pouvez l'utiliser. Donc, ça, c'est une chose. Après, si on dépasse le poids de 750 kg, il faut le signaler à votre assureur et ça occasionne un petit surcoût. Voilà, ça, c'est pour pouvoir utiliser la remorque. Maintenant, la remorque en elle-même, qui a été aménagée, qui a été aménagée avec un coût peut-être d'aménagement ou qui contient de la marchandise, là, il faut l'assurer à part entière. Un petit peu, je vais vous faire un parallèle, comme une caravane que vous tractez un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est un contrat qu'il faudra mettre à part en précisant ce que vous transportez, la valeur de la remorque, etc. Donc, juste pour utiliser une remorque et pour rouler, il y a peu de problèmes, c'est-à-dire que jusqu'à 750 kg, vous n'avez même pas besoin de prévenir votre assureur, c'est compris. Au-delà de 750 kg, il faut prévenir votre assureur parce que c'est des grosses remorques et à ce moment-là, il faut l'ajouter au contrat et il faut qu'elle soit immatriculée, etc. Et puis après, pour des remorques vraiment aménagées, là, il faudra prévoir un contrat à part. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une remorque qui vous sert de façon un peu structurelle, soit parce que c'est par cet intermédiaire que vous allez exercer votre activité, soit parce que c'est un équipement dans lequel vous allez déplacer, voire stocker du matériel, c'est essentiel en fait de la considérer comme si c'était un véhicule quasiment en tant que tel, et en particulier si vous avez des besoins de garantie contre le vol, l'incendie, et en cas d'accident, parce que vous avez des matériels et des équipements de valeur, il faut que vous ayez une démarche proactive auprès de votre assureur et que vous considériez cette remorque comme, d'une certaine mesure, un véhicule à part entière. Donc après, il y a des conditions un peu particulières pour l'assurer, mais c'est ça la démarche qu'il faut adopter. Sinon, vous risquez effectivement, potentiellement, de pas être très bien couvert en cas d'incident. Et c'est sûr que sur la route, c'est quand même, hélas, pas fréquent qu'il y ait des gros problèmes, mais il y a souvent des petits sujets et une remorque en particulier pour ce qui est du risque de vol, c'est beaucoup plus exposé qu'un véhicule finalement. Alors, voilà, j'espère qu'on a un peu répondu à la question. Sophie qui pose une question sur le matériel transporté, on va en parler après, donc ça vient tout de suite dans les questions qui suivent. Là, on a une question qui peut toucher plutôt les gens qui ont des stagiaires, des salariés ou qui peuvent prêter leur véhicule, pourquoi pas même parfois à leurs fournisseurs. Est-ce que, à partir du moment où on a assuré son véhicule et qu'on a informé son assureur qu'on a un usage professionnel, est-ce qu'on peut prêter son véhicule? Est-ce qu'on peut le faire conduire par toutes les personnes qui sont concernées par cette entreprise, à votre avis? Bon, pareil, on va avoir des réponses un petit peu contrastées. Bon, mais donc on va encore une fois, je pense, laisser Isabelle nous éclairer. Oui.
Alors, la réponse est souvent non, hein, quand même. Je préfère être transparente avec vous, dans le sens où très souvent, un contrat d'assurance, quand il est mis en place, il est limité au conducteur habituel, voire son conjoint, voire un salarié pour des contrats professionnels. Donc, ce qu'il faut étudier avec votre assureur, c'est qui est amené à conduire le véhicule. C'est toujours je dirais la base de votre contrat, c'est qui conduit votre véhicule, voir comment désigner une ou plusieurs personnes, voilà, pour pouvoir être en règle de manière occasionnelle ou pas. Alors, si c'est occasionnel, très occasionnel, parce que je vois qu'il y a une question là-dessus, attention quand même, parce que la plupart des contrats maintenant prévoient des franchises. Donc, si au moment du sinistre, parce que c'est toujours au moment du sinistre, hein, s'il n'y a pas de sinistre, il n'y a pas de problème, quelqu'un d'autre conduit le véhicule, même occasionnellement, vous pouvez avoir une franchise qui s'applique. Voilà, donc ça, c'est embêtant. Après, il existe des contrats, hein, tout conducteur. Ça, il faut voir avec les assureurs, mais bon, généralement, ils sont très onéreux, très, très onéreux. Voilà. Donc, à voir. Mais bon, si le besoin, si c'est une société avec vraiment plusieurs salariés, ça mérite quand même d'étudier la question. Ok. Voilà. Très bien. Merci, merci Isabelle. Ouais, on reprendra la question de François, ou peut-être qu'il faudra qu'il y ait une discussion un peu plus individualisée, parce que là, on est sur un usage assez spécifique pour une activité de transport de véhicules pour des tiers. Et donc, il y a effectivement un sujet d'assurance du véhicule qui est le vôtre pour tracter, de la remorque, et puis du véhicule transporté. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait assurable, et vous allez trouver une solution, mais elle est un peu spécifique et un petit peu particulière. Et peut-être d'ailleurs que Karen, en tant que courtier, pourra vous y aider. Mais ce que je vous propose, c'est que peut-être, Isabelle, tu peux laisser tes coordonnées à la fin, ou oui, bien sûr. et un échange par mail, et que vous regardiez s'il y a des solutions qui peuvent être trouvées et proposées. Concernant la question de Stéphanie, est-ce qu'on doit déclarer, quand on déclare au contrat un conducteur, est-ce qu'on doit déclarer une personne physique, c'est-à-dire un conducteur, ou génériquement le salarié de l'entreprise? La réponse, je l'ai, je peux me permettre de la donner, tu compléteras si je suis dans le faux, Isabelle, mais quand on déclare un conducteur au contrat, il faut effectivement déclarer nominativement la personne. C'est ça. C'est monsieur, madame, et souvent d'ailleurs on déclare aussi ses antécédents, donc depuis combien de temps il a le permis, et s'il en a des antécédents d'assurance, mais au moins un peu son parcours précédent, quoi. Donc c'est vraiment nominatif là, hein, quand on déclare des personnes supplémentaires au contrat. Très bien. Alors, petite question qui va venir donner des réponses à une question qui était posée juste avant. Je suis vendeur ambulant, vente sur les marchés. Si mon véhicule pro est volé ou incendié, est-ce que mon assureur va me rembourser le matériel et le stock qui était dedans? Ou si j'ai un food truck, est-ce que c'est la même chose en cas de vol ou d'incendie de mon véhicule? Donc pour vous, oui, Xavier, il est plutôt, pense plutôt, comme Gilles, qu'on n'aura pas forcément un remboursement du contenu. Comment ça se passe, Isabelle, quand on est professionnel, qu'on a du matériel, du stock, des équipements dans un véhicule, et que ce véhicule est volé? Alors, il y avait deux points dans ce sujet-là, puisqu'on parle d'un food truck qui est généralement un même véhicule, hein, et le matériel transporté dans n'importe quel véhicule. Donc, quand on est un professionnel, et même j'ai envie de vous dire un particulier, et que vous transportez des choses, si on n'a pas un volet marchandises transportées, on n'a pas de garantie pour le matériel transporté. Tout simplement. Donc, en cas de vol, on va indemniser le véhicule, hein, dans la mesure où il a les garanties qui vont bien, c'est-à-dire qu'il faut être assuré en vol. Et puis, attention aux conditions du vol, hein. Parfois, il ne faut pas laisser les clés sur le véhicule. Enfin, il y a quand même des conditions. Parfois, certaines compagnies exigent qu'il y ait tentative de démarrage du véhicule, forçage du véhicule. Donc voilà, je fais un petit aparté, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Mais en tout cas, la marchandise transportée, le matériel transporté, c'est quelque chose qui se garantit très facilement, mais il faut le prévoir. Voilà. Donc, on va vous demander, par exemple,
qu'est-ce que vous transportez et puis quelle valeur. Voilà. Je ne sais pas, moi, 1 500 € de matériel, plus, voilà. Et ça se calcule par rapport à ça, par rapport à la valeur. Et donc, juste peut-être pour rebondir à la réflexion de Laura, le fait d'avoir un contrat entre guillemets tout risque, Voilà. ça ne garantit pas Non, qu'on a le vol d'un équipement, non, que pas ce du soit tout. professionnel ou particulier. Hein. Moi, par exemple, en tant que particulier, si je me fais voler mon ordinateur portable ou mon dernier Oui, iPhone, ta valise avec des trucs de valeur dedans, non, c'est pas couvert. et même si mon véhicule est volé, hein, on me vole le véhicule avec mon iPhone dedans, on me remboursera la valeur du véhicule si j'ai un contrat qui comprend le vol, par exemple avec un contrat entre C'est guillemets tout ça. risque, mais c'est pas du tout mécanique et systématique que ce qui était dans le véhicule me soit remboursé. Hein. Et donc, Alors, très en tant que souvent, professionnel, c'est voilà, pour un d'autant plus professionnel, c'est important, quoi. sûr que non. Pour un particulier, parfois, on a des petites garanties qui s'appellent effets personnels. Voilà, où on va couvrir, alors ça va jamais très très loin, hein, mais on va couvrir 2-3 choses. Pour un professionnel, c'est sûr qu'on va pas vous rembourser si vous n'avez pas souscrit l'option ou même des fois des contrats à part pour des gros volumes. Voilà. Et donc, je vois la question de Laura. Le fait d'être en tout risque, c'est vrai que ça peut vous induire en erreur, vous dire, tout risque, on me garantit pour tout. Non, on va garantir en tout risque le véhicule. C'est-à-dire que on va garantir le fait que vous ayez un accident, si vous êtes responsable ou pas, peu importe, on va intervenir pour votre véhicule, mais pas pour ce que vous transportez. Voilà. Et alors, parce que dans la question, il y avait aussi la question du food truck. Pour le food truck, c'est un petit peu différent parce que les C'est des équipements du véhicules food un peu truck, spéciaux quand même. Oui. comment? C'est des véhicules. Moi, Voilà, c'est je ne ça. considère pas le food truck comme un véhicule classique. On est Non. quand même sur. Et comme les équipements dans le food truck, c'est pas des équipements qui sont transportés, c'est-à-dire que C'est l'aménagement. c'est Oui. intégré et aménagé. Là, si vous faites voler le food truck et si vous avez une garantie, vous êtes assuré pour le food truck avec le véhicule et les équipements, ben là, vous aurez une Là, oui. indemnisation en fonction de la valeur des équipements qui était intégrée dans l'aménagement. C'est un petit peu C'est ça. différent. Hein. C'est-à-dire que le food truck a une certaine valeur, vous l'avez déclaré au départ à votre assureur, on sait les aménagements qu'il y a dedans. Là, on parlait de marchandises Oui, transportées. tout à Je fait. peux faire le parallèle peut-être plus avec des équipements comme, je ne sais pas, un mixeur qui vaut très cher ou de la marchandise. Je ne sais pas, moi, si c'est un food truck qui fait des sandwichs au caviar, ben, si ce n'est pas couvert, à voir. Parfait, parfait. Alors, votre petite question, peut-être qui peut concerner certains d'entre vous, la réponse sera rapide. Là, c'est un cas un peu différent. Je suis artisan, ébéniste, par exemple, et donc ça m'arrive de temps en temps. Hein, je suis ébéniste, c'est pas tous les jours que je livre un meuble à mes clients, mais évidemment, quand je dois livrer un meuble, c'est souvent moi qui l'amène chez mon client. Pardon, excusez-moi, ça a sauté. Bon, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que si j'ai un problème, est-ce que je dois avoir une assurance spécifique, spéciale, comme les professionnels du secteur de la livraison? Hein. Donc, la majorité d'entre vous, vous pensez que quelqu'un qui fait de la livraison peu ponctuellement de ses propres produits à ses clients doit avoir une assurance du type des professionnels qui sont dans le secteur de la livraison de petits colis ou autres. Pas tous, en fait. Sandra, elle est de notre avis. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Bah, c'est pas tout à fait effectivement la même chose. Un professionnel de la livraison, ça s'appelle du transport privé, du transport de petits colis, du TPM, transport de marchandises. C'est une garantie effectivement un petit peu spécifique. En revanche, le professionnel qui fait, c'est pas vraiment de la livraison. Son métier, c'est pas faire de la livraison. Son métier, c'est d'être ébéniste et de livrer effectivement à ses clients le produit de son travail. Mais on revient un petit peu à la question de tout à l'heure, la marchandise transportée. Il a son camion dans lequel il a chargé sa table qu'il a construite avec amour et puis qu'il va livrer à son client. Eh ben, qu'est-ce qui se passe si on vole son véhicule? Ça s'appelle de la marchandise transportée, ce qui est à l'intérieur. Donc, il faut prévoir une couverture. Il faut prévoir. Je vous conseille vivement de prévoir une couverture marchandise transportée pour le cas où le professionnel subisse un vol ou un dommage qui détruise complètement sa marchandise.
Donc voilà, c'est un petit peu la même question que tout à l'heure, mais vue sous un autre angle. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Alors, là, une question qui peut peut-être apporter déjà des éléments de réponse, je crois, à François, qui a une activité un peu spécifique en lien avec l'automobile, le secteur de l'automobile. J'ai une activité dans le domaine de l'auto, automobile, du lavage, mécanique, carrosserie, voire pourquoi pas aussi du déplacement, de la livraison. Comment bien me protéger en cas d'incident sur les véhicules de mes clients? Si je fais du négoce auto, est-ce que c'est la même chose? Bon, je m'excuse, là, il n'y a pas vraiment de vrai-faux. C'est plutôt, Isabelle, de nous parler un petit peu des spécificités de l'assurance en lien avec les activités dans le secteur de l'automobile qui est un peu particulier. Oui, alors là, on tombe pour le coup sous des assurances spécifiques. On n'est plus sur la personne qui va utiliser son véhicule pour un usage professionnel un petit peu plus classique. On devient un professionnel de l'auto, comme un garagiste quelque part. C'est les cas les plus fréquents. Mais effectivement, ce type d'assurance va couvrir vos locaux professionnels généralement, si vous en avez, mais on en a très souvent qui n'ont pas de locaux professionnels, qui mènent peut-être même des fois des activités itinérantes, qui avec leur camion se déplacent à des endroits pour faire des réparations. Ce genre de contrat, très souvent, inclut la responsabilité civile professionnelle. Et puis, évidemment, la garantie aux véhicules confiés. C'est-à-dire que dans le cas des réparations ou dans le cas d'un convoyage, comme j'ai cru comprendre qu'était l'activité de monsieur Tuller, eh bien, on a un véhicule qui vous est confié et que vous allez utiliser soit pour faire des manœuvres, pour voir si la réparation a bien fonctionné, si le véhicule marche bien. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez quand même subir ou occasionner un sinistre. Et puis, on a effectivement des contrats spécifiques pour du convoyage. Donc là, on est vraiment dans des activités à part entière qui s'étudient justement par des services entreprises comme nous avons chez Carène Assurance. C'est des contrats généralement globaux qui incluent RC Pro, l'assurance aux véhicules confiés et la dommage aux biens, ou parfois qu'un bout si vous n'avez pas de locaux ou si la RC Pro, il faut toujours qu'elle soit présente à mon avis. Je ne vois pas comment on peut s'en passer. Mais en tout cas, l'assurance du convoyage des véhicules et des véhicules confiés, ça aussi, c'est inclus dedans. Ok, très bien. Peut-être avant de passer à la dernière question qu'on avait préparée, et à Laura qui demande une petite précision concernant la marchandise, sur le fait qu'il faut bien le stipuler oui. À part. Alors, quand on dit à part, ce qui est très important, effectivement, c'est de le stipuler de façon spécifique, de dire à votre assureur, voilà, dans le cadre de mon activité, pour l'usage de mon véhicule, je vais transporter de la marchandise et je souhaiterais que vous me proposiez une garantie pour protéger cette marchandise. Et donc, il vous proposera une garantie. En général, c'est contre le vol, la destruction, voilà, la destruction en cas d'incendie ou en cas d'accident. Et le tarif va être fonction de la valeur. On va dire, moi, je peux vous proposer pour 1 000 euros l'équivalent ou 5 000 euros, et puis il va vous proposer un tarif qui va être différent en fonction de la valeur de ce que vous allez protéger en tant que marchandise transportée. Et très souvent, le coût de l'assurance est justement en fonction de la valeur. C'est-à-dire que si vous avez, ça paraît un petit peu logique, mais je le précise, voilà, si vous assurez une grosse valeur, c'est un petit peu plus cher que si vous en assurez une plus faible. Voilà. Donc, une dernière question, mais après, si vous en avez vous, on pourra répondre aux vôtres, évidemment. En lien avec des modalités un peu plus, pas nouvelles, mais un peu plus récentes d'acquisition ou d'utilisation des véhicules. Pour ce qui est des véhicules, vous savez, qu'on achète avec des options d'achat ou en location de longue durée. Une question donc pour vous et pour toi, Isabelle. J'ai acheté mon véhicule en LOA, donc location avec option d'achat, ou LLD, donc location longue durée. L'idéal pour moi, c'est de prendre une assurance tout risque. Vrai ou faux? Bon. Ouais, donc là, il y a une sorte de consensus. Et bien, on peut quand même l'imaginer, même quelque part, la question en elle-même
induisait un peu la réponse, mais Oui. qu'est-ce qu'il en est de ces contrats d'assurance pour ces usages un peu différents? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de l'indemnisation, enfin du sinistre, mais en tout cas, quand vous achetez ce genre de véhicule avec ce mode de financement, vous n'êtes pas totalement propriétaire du véhicule, ce qui fait que la plupart des vendeurs comme Diac ou Renault, peu importe, exigent très souvent que vous soyez assuré en tout risque. Alors, c'est toi, Bruno, je crois qu'il me disait que ça existait pour des véhicules d'occasion. Ça, c'est vrai que je connais moins. Nous, on assure très souvent des véhicules neufs en LOA ou LLD et systématiquement, il faut les assurer en tout risque. Il y a même une notion que je ne vais pas trop creuser là avec vous aujourd'hui, mais qui est importante, c'est assurez-vous aussi de prévoir une garantie perte financière, parce que quand le véhicule est complètement détruit et qu'il n'est pas totalement payé, vous pouvez avoir à votre charge une partie qui est pas négligeable. Donc ça, c'est à prendre en compte, mais en tout cas, du tout risque, c'est quasiment une obligation pour ce genre de véhicule. Ok, donc avec ces modalités d'acquisition qui sont un peu différentes que d'acheter un véhicule comptant et de pouvoir l'assurer tout risque, il y a effectivement des spécificités et on va dire un peu de précaution à prendre pour s'assurer que vous avez le bon contrat pour adapter à ce type de situation. Et effectivement, c'est des choses qui se développent. Alors, je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y en a déjà certains qui ont acheté des véhicules sous ces modalités-là. Mais on commence à voir maintenant aussi des véhicules d'occasion récents, des véhicules qui ont 3 ans, 4 ans, qui peuvent être achetés ou loués dans ces modalités. Donc, c'est intéressant et c'est important de se poser la question de savoir dans quelles conditions on peut les assurer dans les meilleures dispositions. Alors, François, j'ai un devis pour la RC Pro de transport de véhicules. Dois-je la compléter avec une assurance couvrant les risques sur mes véhicules? Je pense que par chat, ça va être compliqué de répondre correctement à vos questions et de répondre à vos besoins. Mais de ce que je comprends, vous allez effectivement avoir besoin, en plus de votre RC Pro, comme vous le disiez déjà, de toute façon, de couvrir votre véhicule, comment on l'appelle, celui qui va tirer la remorque, et puis les véhicules qui vont être transportés. Les véhicules qui vont être transportés, ça peut être inclus dans votre responsabilité civile parce que vous allez avoir une RC spécifique en lien avec votre activité de voyage. Transporteur. Donc, je pense que le mieux, effectivement, voilà, Isabelle, elle n'était pas là pour vendre des contrats d'assurance. Ce n'était pas du tout ça l'objet. Pas du tout, non. Elle peut quand même donner des conseils et apporter des réponses. Et donc, je pense que le plus simple, François, c'est que vous la contactiez en privé et puis que vous lui expliquiez vos besoins. Puis ensuite, peut-être, pourquoi pas, après, voir avec Karen s'ils ont des solutions adaptées à vous proposer. Est-ce que vous, vous en avez posé spontanément des questions, mais est-ce qu'il en reste? Est-ce que vous aviez des choses en tête au moment de venir à cette webconférence que vous souhaitez nous demander et auxquelles on peut essayer de répondre? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés peut-être pour mettre en place une assurance professionnelle pour votre véhicule, ou est-ce que vous pensez peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas envisagées, qu'aujourd'hui, avec l'éclairage que vous avez aujourd'hui, peut-être vous avez des questions? Bon, ok, ça a l'air d'être assez complet. Quelles sont les erreurs à éviter? Alors là, c'est une question… Pour moi, la principale erreur, c'est de ne pas justement contacter son assureur. Ouais, j'allais dire la même chose. Voilà. Quelle que soit la solution qu'on pourra vous proposer, qu'elle vous convienne ou pas, vous en trouverez toujours une qui vous conviendra chez un assureur. Mais le risque majeur pour vous, c'est de ne pas être correctement assuré. Et c'est ça qui est ennuyeux, parce que le jour où vous avez un pépin et que vous n'êtes pas correctement assuré, et bien là, c'est compliqué, parce qu'il y a souvent des enjeux financiers quand même qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc, le mieux, c'est d'appréhender avant
et de faire un choix éclairé. Voilà. Mais donc, parlez-en à votre assureur. Voilà. Et si la réponse qui vous est faite ne vous convient pas, vous allez voir un autre assureur. Voilà. Et ensuite, vous prenez vos décisions, dans le sens où des risques, il y en a tout le temps, dans plein de domaines de la vie. Quand on conduit un véhicule, il y en a plus que quand on reste chez soi dans son fauteuil, évidemment, et c'est pour ça que c'est important de s'assurer. Et ce qui est important, c'est de les connaître, de savoir effectivement, quand j'utilise mon véhicule dans un titre professionnel, que j'utilise ce véhicule et que j'amène mon matériel, si je laisse mon matériel la nuit parce que c'est plus simple le lendemain matin pour partir chez un nouveau client pour faire un chantier, si je transporte des biens qui ne m'appartiennent pas ou des personnes, évidemment, vous voyez bien que les risques potentiels sont très différents. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir bien conscience des risques, vous ayez eu des conseils et qu'on vous ait proposé des solutions. Et pour ce qui est obligatoire, que vous souscriviez ce qui est impératif, obligatoire, et ce qui est entre guillemets optionnel, que vous puissiez choisir vous en fonction de la réalité de comment vous utilisez votre véhicule, du coup que l'assurance vous serait proposée, ce qui est indispensable, nécessaire ou plus facultatif, quoi. Je vois Gilles, par exemple, qui pose une question, mais je pense que c'est un mix. La RC Pro, c'est plus ou moins cher que l'assurance véhicule classique. Je pense que vous voulez parler de l'assurance professionnelle par rapport à une assurance classique. Et je vais vous répondre que oui, c'est un petit peu plus cher parce que l'assureur, qu'est-ce qu'il va regarder? C'est la fréquence, c'est le risque qu'il prend à assurer quelqu'un. Alors, quand on est un particulier, qu'on prend la voiture pour aller sur son lieu de travail le matin et on la reprend le soir pour rentrer à la maison, bon, ça reste limité. Un professionnel, on sait qu'il y a plus de fréquences, voilà, il bouge beaucoup, il utilise sa voiture avec plus de fréquences ou des fois pour des usages particuliers. Donc, l'assureur en tient compte et c'est pour ça que c'est un peu plus cher. C'est pas forcément énormément plus cher, mais ça sera toujours plus cher que l'assurance d'un particulier. Okay. Et pour répondre aussi à Mike, trouver une assurance qui prend en charge mon activité mécanique à domicile. Il y a des activités, on ne va pas se leurrer, qui sont plus ou moins faciles à assurer aussi. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous vous lancez dans une activité professionnelle. C'est-à-dire un petit peu de voir si après, pour vous assurer, est-ce que c'est aussi quelque chose de facile ou pas? Est-ce que je vais trouver un assureur? Est-ce que le budget assurance, il ne va pas être aussi important par rapport à ma situation? Voilà, parce qu'il y a des choses, par exemple, qui sont moins faciles que d'autres à assurer. Dans le cas de Bike, l'élément clé indispensable, impératif à assurer, c'est la responsabilité civile en tant que garagiste, en tant que réparateur de véhicules, parce que, évidemment, les véhicules que vous allez réparer, ensuite, vos clients vont les utiliser. Donc, il faut assurer le risque potentiel, on ne le souhaite pas, évidemment, mais d'une défaillance qui pourrait être consécutif à votre réparation. Et donc ça, c'est très spécifique. Tout le monde n'est pas garagiste et tout le monde ne peut pas être garagiste et tout le monde ne peut pas être assuré comme garagiste. Moi, je ne pourrais pas demain, aucun assureur m'assurerait comme un garagiste parce que je ne serais pas capable de prouver que j'ai une compétence et que je maîtrise le métier. Donc ça, c'est le premier point, mais je pense que vous avez bien conscience de ça déjà, Mike. Après, effectivement, il y a votre fourgon parce que le fourgon, il est potentiellement aménagé, vous avez beaucoup d'équipements. Matériel, oui. Là, il y a l'obligatoire, c'est-à-dire assurer, vous, en tant que conducteur, pour tout ce que vous pourriez occasionner à des tiers, c'est ce qu'on appelle l'assurance obligatoire, la RC, on en a parlé au tout début, la RC conducteur. Et ça serait pas mal, sans doute, pour vous aussi de pouvoir assurer le véhicule, parce que si vous le faites voler, vous ne pouvez plus travailler. Et puis, ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez bien que là, déjà, entre votre responsabilité civile, la responsabilité du conducteur, le véhicule, les équipements, à chaque fois, ça va avoir des conséquences et à chaque fois, c'est un coût supplémentaire. Mais ça, vous en avez sans doute besoin. Puis après, on ne va pas en parler là, mais vous parlez, et moi-même, il y a aussi des assurances ensuite pour le chef d'entreprise, en cas d'arrêt, d'incapacité de travail, vous donner un complément de revenu parce que quand on est travailleur indépendant et qu'on ne peut pas travailler parce que, par exemple, on s'est cassé la jambe, il n'y a personne qui travaille pour vous et
les indemnités qui sont versées par la sécurité sociale, elles existent, hein, mais elles ne sont pas forcément d'un montant très élevé. Donc parfois, ça peut être bien d'être assuré en plus. Voilà, mais ça, c'est encore un autre domaine et qui n'est pas directement lié à votre activité. Alors, ce que je vous propose, et vous pouvez continuer s'il y a des questions, hein, on les prendra. Je ne vais pas être long parce qu'on arrive un peu au terme de cette conférence. On peut, après Xavier, répondre à cette question. Effectivement, je vais juste, si ça vous intéresse, je vous laisse 10 secondes pour flasher le QR code qui vous donne accès à une fiche pratique qui est sur le site de l'ADI, un peu autour de ces sujets-là. Puis ça vous permettra aussi, si vous êtes entrepreneur ou en cours de préparation de votre projet, d'accéder à plein de ressources sur comment démarrer, construire un petit peu votre prévisionnel et accéder à de l'information sur des secteurs d'activité qui peuvent vous intéresser. Je ne vais pas être long parce que je crois qu'à distance, ce n'est pas forcément évident, mais juste vous expliquer que, vous le disiez tout à l'heure, Aladi, hein, notre métier, c'est d'apporter des solutions de financement à des personnes qui créent ou développent leur activité de façon spécifique, hein, parce que c'est presque une personne sur deux qui vient à nous, hein, et l'année dernière, on a financé près de 30 000 personnes. Le besoin, pas seulement, mais l'un des besoins de financement, c'est un véhicule. Réparer, aménager ou acheter un véhicule. Donc, ça fait partie des sujets que, de façon très récurrente et régulière, on travaille avec les gens. Et donc, on a été amené à imaginer des solutions et proposer des offres autour de la mobilité. Donc, bon, là, on parle de l'ADI, mais je vais aller vite. Autour des solutions de financement qu'on propose, de façon un peu spécifique concernant la mobilité, on a mis en place un certain nombre de partenariats et de services. En particulier, on a construit un partenariat avec Renault qui permet d'accéder à des véhicules neufs dans le cadre de dispositifs de location avec option d'achat pour des véhicules Sandero et la dernière petite électrique. Et donc ça, c'est des solutions qui peuvent être assez intéressantes et assez attractives. On a développé, donc ça c'est ici, on a aussi des partenariats avec Noroto pour tout ce qui touche à l'aménagement, la réparation, l'entretien des véhicules. Et on a aussi, alors là c'est un peu différent, développé un partenariat avec Cities, qui est un réseau qui est présent sur toute la métropole pour pouvoir faire de la location à l'usage sur des durées courtes, à l'heure ou à la journée, mais c'est intéressant parce que parfois, ça peut permettre d'accéder à un véhicule, par exemple une camionnette, sur une journée, quand on n'en a pas besoin forcément toute la semaine ou toute l'année. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu des éléments de présentation des différents services que l'ADI est amené à proposer sur ces questions, et que si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas de vous renseigner, d'aller sur le site de l'ADI. Vous pouvez aussi passer un appel directement à notre plateforme téléphonique ou aller sur le site et trouver toutes les agences et les points de contact près de chez vous et vous rendre directement, si vous le souhaitez, dans une de nos agences. Est-ce qu'il reste des petites questions? On dirait qu'il y en a certaines qui sont… Oui. Alors, Xavier nous pose une question sur les personnes qui sont en défaut d'assurance et comment je peux faire si un jour j'ai un accident et quelqu'un qui est en défaut. Est-ce que le fait d'avoir une caméra embarquée peut m'aider à accéder à une indemnisation auprès de mon assureur? Moi, je dis que c'est assez nouveau en France, mais effectivement, si la caméra permet de capter l'immatriculation du véhicule et ensuite de retrouver avec un dépôt de plainte le véhicule, oui, c'est une bonne idée. Pour la partie assurance, si vous êtes assuré en tout risque, de toute façon, vos dommages à vous seront pris en compte quand même avant qu'on puisse retrouver la personne et faire un recours. Si vous n'êtes pas assuré en tout risque, il faudra effectivement, avec les éléments récupérés par la caméra, essayer de retrouver cette personne et faire un recours après, dans la mesure où il est solvable ou pas. Donc voilà. Mais c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Il y a Pierre qui pose aussi une question sur les avantages ou pardon, excusez-moi. Avec peu ou pas de sinistre? Pour les entreprises avec peu ou pas de sinistre. Alors, en fait, ça fait La référence à RC des Pro choses ou pour la voiture? Mais je pense pour la voiture. Ouais. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire que pour qui que ce soit, avoir peu ou pas de sinistres, c'est toujours un avantage. Parce que par contre, si vous en avez des sinistres, vous vous positionnez probablement dans le cadre de quelqu'un qui a du malus, ou même si c'est des sinistres non responsables comme des bris de glace, ou bon, bah ça fait une fréquence et l'assureur généralement en tient compte dans sa tarification. Donc, comme on le disait, peut-être que vous étiez peut-être pas arrivé, Pierre, mais le mécanisme de bonus-malus s'applique donc dans le cadre d'un usage professionnel comme cadre d'un usage personnel. Et donc, si vous utilisez dans le cadre de votre entreprise un véhicule, vous avez un véhicule qui est dédié à votre entreprise, ce mécanisme-là va fonctionner aussi. Donc, au moins vous avez de sinistres et au moins vous allez payer votre contrat d'assurance chaque année. Et puis après, il y a aussi l'impact financier d'un accident ou d'un sinistre quel qu'il soit, parce que même si vous avez garantie en tout risque, vous avez toujours un reste à charge qu'on appelle la franchise. Et oui. Bon, ben ça, c'est un coût qui vous est directement imputable. Oui. Voilà. Écoutez, on a pas épuiser notre temps parce qu'on pourrait rester plus longtemps avec vous, mais c'est des formats, on sait qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps parce qu'au bout d'une heure sur une webconférence, ça peut être un petit peu compliqué à suivre seulement en interagissant comme ça dans un chat. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous en prie Pierre, c'est un plaisir. Je vous propose peut-être qu'on en arrête là pour ce soir. Vous remercier pour votre intérêt et pour toutes les questions que vous avez posées. C'était riche. Oui, c'était très riche. Et vous redire que si vous pensez avoir besoin soit d'un financement pour développer votre activité, soit d'une information ou que vous êtes en train de vous interroger sur une entreprise à créer, ne pas hésiter à aller consulter le site de l'ADI, d'y rechercher les ressources qu'on a construites pour vous, pour ça. Et le cas échéant, si vous le souhaitez, prendre directement un rendez-vous avec un conseiller pour aller un peu plus loin avec nous. On est là pour ça, c'est notre mission. Et ce sera un plaisir de le faire pour vous. Voilà. Merci à tous. Allez, au revoir. Au revoir.